Avril 2015, aéroport de Montréal. Je suis pas en train d'arriver, je pars. Je fais une sorte d'immigration inversée en laissant derrière moi ma femme et ma fille pour retourner dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Alors, certains me diraient, mais c'est quand même le passeport canadien. On a vu des gens mourir dans les océans ou même dans le désert pour avoir une vie meilleure en Occident. Et toi, tu as ce passeport canadien, tu es canadien et tu laisses tout ça pour venir dans un pays qui sort de crise, qui est encore vacillant. Est-ce que peut-être que le fameux froid canadien t'a gelé le cerveau? Mais non, tout au contraire. Mon pays d'adoption m'a appris beaucoup de choses. Et il m'a forgé aussi. Je me suis battu là-bas en 10 ans. J'ai même réussi à devenir en fait papa à l'âge de 45 ans. Ensuite, le Canada m'a permis de savoir qui je suis. Il m'a donné ma fiche technique. J'ai eu un coach en entreprise qui m'a suivi pendant 6 mois et qui a fini par dire, monsieur, vous avez des sens de la famille, vous êtes innovant et vous êtes celui qui pouvait faire quelque chose même si les autres ne vous comprennent pas. Donc, la moitié des gens qui vous comprennent pas, c'est tout à fait normal. Et donc, je décide de laisser ma famille et de rentrer au Canada, en Côte d'Ivoire. Voilà une partie de l'histoire. Mais pourquoi est-ce que je suis rentré? Mais parce que j'avais déjà été formaté. Je ne suis pas venu au Canada tout petit. L'entraide, l'amour, le respect du prochain, la bienveillance, la bienséance, c'était ça qu'on nous avait appris dans notre vie. Et là, je rencontre un pays où j'adore, mais il y a quand même quelques valeurs que je n'arrive pas à bien assimiler. L'individualisme poussé. On ne se dit pas bonjour. Alors je me dis, je me sens pas à l'aise. Donc vous comprenez, comment voulez-vous que je sois heureux, juste de façon nucléaire, avec ma fille et ma femme, et pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan, ma mère a encore les genoux fléchis, en train de prier. Oui, son fils, son ultime fils, lui aussi, il est allé au Canada. Il va réussir afin de venir améliorer son niveau de vie. Lui, elle et ses petits-enfants. Elle qui a su utiliser son pouvoir que lui conférait le système matrilinéaire pour s'occuper des 27 gosses qu'ont laissé son frère lorsque celui-ci décéda dans les années 67 et qui a réussi de façon très significative à apporter une canalisation, une éducation à ses enfants et qui s'est rendu compte en cours de route que finalement le monde a changé, c'est devenu moderne, on ne te doit rien, tu n'es que notre tante. Si tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. Et quand elle se retourne, elle se rend compte que finalement elle a oublié ses propres enfants. Ses 5 enfants. C'est déjà presque trop tard. La première est déjà partie, en laissant derrière 3 enfants. Le premier, après quelques escapades d'aventure, est revenu complètement comme une loque humaine. Il ne peut plus prendre de décision. Et donc, c'est un éternel assisté qui finit par nous quitter aussi dans l'anonymat. Son deuxième fils, mon frère aîné, qui s'est jamais retrouvé depuis l'âge de 10 ans où il a été parachuté de Cocody jusqu'à 400 kilomètres dans les années 70 à l'intérieur du pays et qui n'a pu être lui-même, a fini sans donner de détails, sombré et nous quitter aussi dans les années 2006 après avoir laissé derrière lui un enfant. Il ne lui reste plus que 2 enfants. Sa dernière et moi.
nous avons eu la chance d'avoir un encadrement parental, paternel. Elle est professeure d'allemand. Elle a une famille, elle a ses enfants. Ils vivent bien heureux et il ne reste plus que son ultime fils, son seul espoir. Qui suis-je donc? Eh bien, je suis Jean-Marc Bini, né à Cocody, dans les années 64, dans un des quartiers les plus huppés d'Abidjan, qui, quand j'ai su que j'étais vivant, le combat avait déjà commencé. Mon frère venait juste d'être parachuté à 400 kilomètres. Et je voyais plus l'amour maternel. Je voyais pas le visage de ma mère. Mon père était déjà remarié. Et je sentais la situation très palpable. Elle était très tendue. Mais j'avais quand même une joie de vivre. Je n'avais même pas le temps de savoir ce que c'est que la rancœur ou le mot souffrance. L'école était pour moi mon havre de paix. Et j'étais tellement mince, chétif, maladif qu'on m'épargnait. Mais à l'école, je vivais, je courais. Les enfants me regardaient, mes amis. J'étais tellement mince qu'ils avaient l'impression que j'allais me casser. Quand je cours, ils crient, Bini, casse! Bini, tu vas te casser! Bini, casse! Bini, casse! Mais j'étais vivant, j'étais heureux, je savais que je comptais parmi la société. Et puis, quand j'ai eu mon certificat d'études primaires, là, la situation est devenue très électrique. Il fallait trouver une solution. L'amour d'un père pour son fils. L'amour subtil. Alors, un de ses meilleurs amis dit, écoute, moi, je vais le prendre avec moi. Je viens d'être affecté quelque part en brousse, là. Il va être avec moi. Alors, vous voyez, comme mon frère, et il va voir de quelle boîte que je me chauffe. Et puis, on est parti. Et qu'est-ce que je trouve? La petite maison dans la prairie. Ah bon? Un jardin à perte de vue. Une grosse villa pour 2 personnes. J'ai ma propre chambre, j'ai mon climatiseur. On a un chef cuisinier de catégorie 5. Le matin, quand il est là, il dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez manger ce matin? Je vais vous faire des crêpes ou qu'est-ce que... C'est ça ma souffrance. Et là, j'étais en contact avec la nature. Et au retour de là-bas, après 1 an, mon père, coup sur coup, me prend et il me fait découvrir la plantation. Il m'amène avec lui. De gré, de force, par amour, je suis avec lui. Ensuite, il m'inscrit au scoutisme. Et là, je découvre la nature, la fraternité, les règles de la vie. On nous apprend tout. Et moi-même, ayant pris le cap, je finis par m'inscrire à un club de voile, dont je fais de la planche à voile. Et là, je me sens encore plus libre. Nous voilà en train de naviguer sur les eaux de la lagune Ébriée, d'Adiaké jusqu'à Grand Laou. C'est la joie parfaite. Et ensuite, à l'âge de 20 ans, j'ai mon premier diplôme comptable. Et mon père, qui avait travaillé à une banque, me fait rentrer dans cette banque. Lui, il est député maintenant. Et j'ai un pouvoir d'achat. Mais je continue mes études et mes amis étudiants me disent, on a une association appelée Club Amical Ivoiro-Français. Notre objectif, c'est de découvrir la Côte d'Ivoire. Et de façon fraternelle entre les Ivoiriens et les Français. Il n'y avait pas encore les écoles françaises qui existent comme maintenant. Et nous voilà partis à travers la Côte d'Ivoire, Man, Yamoussoukro, San Pedro. On découvre tout ça. Je deviens même le chargé de mission. Et puis arrive coup sur coup, 90, l'État ferme les banques ivoiriennes, les banques d'État. C'est un premier coup. Le temps de me ressaisir, eh ben, le fromager est tombé. Mon père nous quitte. Et voilà, c'est la descente aux enfers. Mais je me ressaisis et je me rends compte que Dame Nature est toujours là, à côté de moi. Et cette fois-ci, c'est des amis qui s'approchent de moi en me disant, mais on a des amis entrepreneurs en général qui sont des expatriés, eux qui ont décidé d'aller dans la nature, souffrir, faire des orientations, des bivouaquer et tout pendant 5 nuits et 6 jours. Est-ce que tu veux participer? Je dis oui. Et là, je me retrouve encore dans mon élément, dans la nature. Et je le fais tellement bien que je touche à tous les postes de l'organisation et je finis par être intendant. Et l'un des responsables me demande de travailler avec lui. Et c'est là que je prends une nouvelle connexion avec ma mère. Je la voyais de temps en temps, mais cette fois-ci, je la rencontre. Et je la rencontre, je la vois toute meurtrie, mais digne. Elle avait déjà fait ses analyses. Sa première fille déjà est partie. Et là, je me rends compte que Dame Nature a toujours été ma mère pendant toute cette période où ma mère était absente.
Et Dame Nature fait la passation avec ma mère. Et elle me regarde, elle commence à me profiner, à m'enseigner la culture, à me donner les règles de base, à m'expliquer le pourquoi. J'ai compris enfin que elle-même toute petite, son grand frère l'avait récupéré à l'âge de 3 ans, lui qui était suffisamment âgé, et que c'était un devoir pour elle de s'occuper de ses neveux. Et donc, je la comprends. Et qui suis-je pour elle? Je deviens son assurance maladie, sa pension de retraite, son pourvoyeur, et elle est l'éducatrice des petits-enfants qu'a laissé ceux qui sont partis. Et de ces petits-enfants, de 5, il ne reste plus que 3. Mais nous travaillons ensemble, tout se passe bien. Et c'est dans ce cadre-là que j'étais, dans cette résilience, et que je me retrouve par des concours de circonstances au Canada. Mais pourquoi avril 2015 je rentre? Mais je me rends compte que avec ma nouvelle famille que j'ai fondée, ma femme aime la nature. Je découvre les Canadiens. Les vacances, l'été, elle m'amène visiter les parcs, on va faire des campings, on va cueillir des citrouilles comme activité de week-end. Imaginez si vous allez cueillir des aubergines ou bien tirer le manioc d'un voisin de façon bénévole. Et puis je vois que ça me fait rappeler quelque chose. Les vacances, on est parti, elle est d'origine chilienne, on est parti au Chili. On visite le Chili. On peut faire 300 kilomètres juste pour aller admirer 2 ou 3 volcans. C'est bien beau ces volcans, oui. Ok, on a fini, on continue. Et je commence à comprendre un peu la philosophie des Occidentaux, comment ils vivent et tout. L'hiver, c'est les cabanes à sucre. On est dans la nature, les jeux d'hiver et tout. Et là, le déclic se passe. Je dis, mais oui, c'est donc ça, c'est bien moi. Mais j'étais déjà heureux en Côte d'Ivoire. Je suis venu pour profiter ma vie, pour devenir riche comme ma mère lui dit, mais je n'ai plus ce temps-là. Mais je sais qui je suis. Dame Nature a toujours été avec moi. Donc, pourquoi est-ce que je vais rester ici maintenant que je les comprends? Pourquoi je vais rester encore à moins 20, moins 30 degrés? Non, il faut que je parte. Ma mère est en train de vieillir. Et c'est là que je retourne en Côte d'Ivoire et je fonce directement à la plantation qu'a laissé mon père et je commence à vivre en ermite pour mettre en place mon concept. D'aucuns se moquent de moi en se disant, mais on t'a laissé une plantation au lieu de planter, tu joues les écolos et ça rigole. Je leur dis, vous savez, il va arriver un jour où ma seule journée sera votre recette de 6 mois. Et puis on est là, je participe à un premier salon du tourisme. Et là, je constate que vraiment, je suis dans un élément. Et je vais voir ma mère, je dis, maman, c'est bon, arrête de prier, ne demande plus rien. Dis merci au Seigneur. Moi, j'ai trouvé ma voie. Tu es musulman, je n'arrive même plus à te donner l'argent. Plus je t'en donne, plus tu fais des offrandes. Si je n'en donne pas, mais oui, elle vit de façon minimaliste. Dis merci simplement au Seigneur. Elle me dit qu'elle a compris. Elle me dit, explique-moi, c'est quoi ton histoire? Je dis non, moi, j'ai décidé de retourner dans la nature et je vais vivre minimalement avec mes amis, ceux qui viennent me visiter, qui adorent la nature. Et puis, ben voilà, à partir de là, on s'en sort et puis on me paye. C'est ça? Je dis oui. Elle me dit OK. Et le prochain salon où je participe, à la veille de ce salon, elle fait la transition avec la nature. C'est la nature qui a toujours été ta mère. Moi, je suis fatigué. J'ai compris que tu trouves ta voie. Donc, je rentre. Donc, elle tire sa révérence. J'ai pas le temps de pleurer. Je vais pleurer maintenant. Mes amis sont là. Mes compagnons, comme je les appelle, mes clients. Et je suis déchaîné. Il faut que le salon du tourisme marche. Il faut que je lui montre que j'ai réussi. Et on commence. Et finalement, ma famille aussi me rejoint. Et là, je deviens plus fort. Et à 3, on est déchaîné. D'un seul site, on passe à 2 sites. Et en même temps, les journalistes affluent de partout. Je ne comprends pas ce qui se passe. Les services d'État viennent me voir. Il faut que vous ouvrez vos activités dans les parcs et réserves. Il faut que vous fassiez ceci, cela. OK, d'accord. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai de l'argent. Je suis riche dans la tête. La nature me donne tout. Et finalement, d'un site, nous sommes passés à 8 sites aujourd'hui sur le territoire ivoirien.
Et nous allons à l'international, au Salon du tourisme de Paris, de Madrid, d'où j'en reviens encore. Et là, je me rends compte que c'est une science. Et c'est quoi notre science? Un écosystème, un village, une activité écotouristique. Donc c'est ça notre concept. Quand vous venez chez nous, on vous fait balader dans la nature de tout notre cœur. À midi, c'est déguster de la nature. On vous donne la nourriture comme on le veut. Et l'après-midi, on vous fait profiter de la nature. Et cette science, je trouve qu'on vient d'inventer quelque chose que nous-mêmes, on ne comprenait pas. Et là, on a compris qu'on était la définition étymologique même de l'écotourisme tel que dit par l'Organisation mondiale du tourisme. Et depuis ce jour, nous recevons des étudiants d'Europe qui viennent étudier notre science. Et voilà un peu l'histoire de notre vie. Qu'est-ce qu'il faut retenir à cela? Il faut toujours canaliser nos enfants. L'éducation de base compte, sinon après, c'est la catastrophe. L'histoire de ma vie montre nos erreurs, les erreurs de nos papas, de nos mamans et comment aussi ils se sont rattrapés. Aujourd'hui, c'est cette même nature qui m'a protégé, cette mère nature qui me nourrit, et le nom du domaine Bini, je l'ai donné en honneur de mon père, parce que j'estime que il m'a protégé de sa manière, et au lieu de dire un nom technique, j'ai préféré dire le domaine de mon père, sinon le domaine Bini. Voilà pourquoi mon concept s'appelle le domaine Bini. Donc la nature me nourrit, la nature me protège, et la nature aujourd'hui me donne des sous. Je voudrais pour terminer remercier ma femme et ma fille qui est là, qui ont apporté. Et aussi les collègues du domaine Bini que je demande de se lever, je ne les vois pas dans la salle, qui ont toujours été là et qui ont compris le concept. Je vous remercie.